curieusement, il y a peu d'algorithmes. En informatique traditionnelle, on ne saurait même pas les compter, mais en informatique quantique, il n'y en a pas encore beaucoup. Leur problème, c'est qu'ils sont souvent liés à l'architecture physique de la machine. Donc d'une machine à l'autre, on n'aura pas la même chose. Hein. Je vous rappelle qu'on est basé sur les phénomènes physiques, c'est-à-dire que l'ordinateur quantique, il y a réellement de la physique quantique qui s'exécute à l'intérieur, et on fait que interpréter les résultats. Donc quand on a un qubit qu'on met en damarre, qu'on va mettre en superposition, c'est réellement un élément physique, une propriété physique, qui va être mis dans un état de superposition. Donc ça peut être basé sur la vitesse d'un électron, le sens d'un spin, un photon, c'est vraiment des propriétés physiques. Et chaque constructeur pour le moment, a des principes différents. Ils se basent pas sur les mêmes manifestations, les mêmes particules et les mêmes propriétés de la physique quantique. Et voilà, donc le problème, c'est qu'il y a des algorithmes qui sont encore liés à ça. Et de plus, il y a une bonne partie qui est encore théorique et qui, pour le moment, ne peut pas être exécutée sur les ordinateurs quantiques actuels qui sont vraiment très faibles, y compris sur les ordinateurs virtuels quantiques, parce qu'on peut émuler, bien sûr, un ordinateur quantique. C'est pas rapide, mais on peut le faire. Et leur efficacité n'est pas forcément prouvée et même contestée, hein, on n'est pas en suprémation quantique. Pour le moment, ils permettent de montrer qu'on sait faire des choses en quantique. C'est pas pour montrer qu'on sait faire mieux. Hein. Et donc la suprématie quantique n'est pas encore atteinte. Je ne vais pas encore revenir dessus, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Premier algorithme, l'algorithme de Shor. À partir d'un nombre entier, n, on va retrouver les nombres entiers qui le constituent. Évidemment, on parle de gros chiffres, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Hein. Ici, on parle de nombres qui comprennent au moins 500 chiffres. À quoi ça sert? Ça sert à casser n'importe quel code en un instant. L'informatique, la sécurité informatique, actuellement, le chiffrement, il se base sur les nombres premiers très grands, avec des clés de chiffrement. Donc ça veut dire que quand on veut craquer, il faut faire énormément de tests et énormément de calculs. Avec l'informatique quantique, on va avoir le résultat immédiatement de ce sur quoi sont basés ces calculs. Et donc forcément, le chiffrement actuel, il ne résiste pas du tout à à l'informatique quantique, notamment l'algorithme de Shor. Heureusement, l'informatique quantique propose son propre système, sa propre solution. C'est-à-dire qu'il existe des algorithmes, enfin des systèmes de chiffrement quantique, qui eux ne sont pas cassables par le quantique ou par n'importe quoi d'autre. On a démontré, alors pas moi, j'y connais rien, mais on a démontré qu'il n'était pas, cassable. Je peux vous donner un exemple assez simple. Hein. Imaginez un transfert de données entre un internaute et son serveur. Si j'utilise une clé, comme aujourd'hui, système de clé publique, clé privée, si entre l'utilisateur, il y a quelqu'un qui intercepte sur le réseau le message, il va pouvoir essayer de le décrypter en utilisant des clés au hasard, en faisant des calculs, bref, il va pouvoir essayer de déchiffrer le message. En quantique, s'il fait ça, le message va changer. Pourquoi? Parce qu'en quantique, toute intervention, toute mesure provoque une modification et généralement une décohérence. Donc le serveur, quand il va recevoir le paquet, il va voir, oh, mon message a été modifié. Même s'il ne connaît pas la valeur d'origine, c'est pas un checksum. Hein. Même s'il ne connaît pas la version d'origine, il saura qu'on a touché au message. Et donc, il pourra refuser l'information. Ce qui fait que l'algorithme, le cryptage ne sera pas cassable. Le chiffrement, pardon. L'algorithme de Grover, c'est un algorithme intéressant qui permet de chercher des éléments qui correspondent à un critère parmi n éléments qui sont non classés. Hein. Exemple, un annuaire téléphonique. Quand c'est trié par nom, généralement c'est le cas, on donne un nom, on va retrouver très rapidement le numéro de téléphone. Hein. Il y a pléthore d'algorithmes qui permettent de faire ça, hein, notamment par dichotomie. Par contre, faire une recherche par numéro de téléphone, ça va être compliqué. C'est-à-dire que j'ai le numéro de téléphone, et je veux le nom qui est en face. Il va falloir que je fasse. Alors, il y a des algorithmes qui vont permettre de travailler dedans, mais il n'y en a aucun qui va me garantir que je vais pas devoir faire
n recherches, n correspondant au nombre d'entrées dans le répertoire. Hein. Et surtout, on sait que l'algorithme de Grover, lui, il va garantir un nombre inférieur à ce n. Je ne vais pas vous l'expliquer, hein, c'est pas non plus le sujet d'ici. J'ai regardé un petit peu comment ça marchait. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. Mais c'est un algorithme relativement simple, c'est-à-dire que ça ne demande pas 50 000 qubits et tout ça. Simplement, c'est appliqué avec plus que des portes. Il faut des oracles. Et comme j'ai peu expérimenté les oracles, je ne peux pas trop comprendre comment fonctionne l'algorithme. L'algorithme de Shor aussi, hein, au passage, hein, je n'avais pas précisé, mais voilà. Donc c'est tout, hein, j'en ai montré que deux hein, comme exemple d'algorithme. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi c'est pas dispo ces algorithmes, ces machines, tout ça. D'abord, la stabilité dans le temps et la complexité. Plus on met de qubits, plus la décohérence quantique va intervenir tôt, et plus c'est perturbé par l'environnement extérieur. Sur le marché aujourd'hui, on a IBM avec son QASM, Rigetti, Alibaba, qui ont une vingtaine de qubits en ligne. Oui, oui, c'est en ligne. On peut tester sur certains. IBM le permet gratuitement. Hein. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas, si vous êtes particulier, on peut aller dessus, créer un compte et faire ça. Alors, c'est sous forme de QASM, qui est un assembleur, où il va vous montrer d'ailleurs le circuit. On peut faire sous forme de circuit de porte logique. Alors, il y a le D-Wave qui est connu. C'est un faux quantique, entre guillemets, hein, c'est quand même du quantique. Hein, de 2000 qubits, mais comme il est limité à certaines classes d'algorithmes très particuliers, on a du mal à le classer comme vrai ordinateur quantique. L'algorithme de Shor, par exemple, n'est pas possible avec. Hein. Heureusement, sinon ça veut dire que le cryptage serait déjà tombé, le chiffrage. Et également des simulateurs. Il y a des simulateurs d'ordinateurs quantiques. Hein, il y a par exemple le quintuple en Python, Qtype, Qubiter, sans oublier Microsoft Quantum. Aujourd'hui, on en est à l'assembleur du quantique. Comme je vous ai dit précédemment, il faut rajouter des couches au-dessus. Il faut que ces choses-là gagnent en abstraction et qu'on puisse utiliser. Alors, quand je dis on en est à l'assembleur du quantique, s'il y en a qui ont déjà regardé Microsoft Quantum, par exemple, c'est un peu plus évolué. On va pouvoir mettre des mots, tout ça. Oui, mais c'est juste le niveau du dessus. On n'est pas loin. On a besoin de comprendre quand même l'équivalent de l'assembleur qu'il y a derrière. Trois menus, normal. Le premier, le menu 1, c'est l'IBM QASM. Le menu 2, c'est le Microsoft Quantum SDK. Et le menu 3, c'est QAAS. C'est un menu qui serait mieux dans le burger de la mort, parce que, franchement, c'était déjà assez compliqué, sans mettre ça dans le cloud. D'autant que l'auteur, moi-même, il a peut-être glissé de l'intelligence artificielle, et que ce serait vraiment le pompon. Alors, vous allez peut-être me demander un exemple du 3. J'en ai pas. On verra. Burger de la mort. Peut-être un exemple du 1, l'IBM QASM. Eh bien, allons-y. Voici un exemple d'IBM QASM. Donc, vous voyez, ça ressemble à l'assembleur. Hein. C'est-à-dire que j'ai des lignes de code séparées où j'ai vraiment une instruction. Hein. C'est assez propre. Donc, on a un Open QASM, on a l'inclusion d'une librairie. On a QREG, Q5, bah, c'est la définition de registre, hein, QREG et ses règles. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Moi, je n'ai pas fait de QASM. Hein. Par contre, on voit après, c'est beaucoup plus intéressant, un HQ0. Donc, H, vous imaginez que c'est une porte de Hadamard. Sur le qubit, donc un tableau, hein, 0. Donc effectivement, ici, on a placé le qubit 0 en superposition 50% de 0 et de 1. Et ensuite, on fait un CX de Q0 et Q1. C, vous vous rappelez, ça correspond à une porte contrôlée. Donc on fait un contrôle, le contrôle X à l'origine, c'est l'équivalent d'un C-note, hein, je crois, il me semble. Enfin, ça n'a pas important, hein. Là, ce que fait le programme n'a pas d'importance. Hein. Donc des qubits 0 et 1 ensemble, on les intrigue ensemble. Et ensuite, on fait une mesure de Q0 dans C0 et de Q1 dans C1. Q1, c'est les registres de résultats. Ils ne sont pas quantiques. Hein. Donc voilà le principe de QASM. C'est un exemple. On ne va pas faire ce menu-là. On va faire le menu Microsoft Quantum Development Kit, SDK. C'est un langage de développement quantique Q#. Et oui, on avait le VB.NET, le C#, le F#, et là on a du Q#. C'est un compilateur, c'est des bibliothèques et c'est un simulateur. Il y a tout ça dans le Microsoft Quantum Development Kit.
Et un langage, bien sûr, je viens de le dire au-dessus, hein, Q Sharp. Il ne permet pas d'écrire, hein, le programme, l'hébergement. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'informatique quantique, ça ne remplace pas un ordinateur normal. Ça doit être piloté depuis un langage classique qui va faire les fonctions principales et la partie à proprement parler quantique, elle sera en Q Sharp. Donc on va mélanger un programme en C Sharp ou en Python qui va exécuter du Q Sharp. C'est compatible, le SDK fonctionne sous Windows, Macintosh et Linux, hein, comme depuis plusieurs années. Les développements Microsoft sont assez open source, hein, enfin assez libres, ils fonctionnent un peu partout. Et on a une extension pour Visual Studio, très pratique, et également pour Visual Studio Code. Hein, très intéressant parce que Visual Studio Code, bah, il fonctionne partout, il est très léger, il est gratuit, ça vous permet de faire les essais. Je ne sais plus sur quoi j'avais fait les essais à l'époque, je pense que je les avais fait sous VS Code. Ah, ça y est, on a du code. Et vous voyez, quand je vous parlais d'assembleur, bah, ça ressemble un peu moins à de l'assembleur. C'est normal, là on n'est pas dans la partie Q Sharp, on est dans le C Sharp. Vous allez voir après. Donc ici, on va lancer la simulation, puisque c'est une simulation. Hein, j'ai pas d'ordinateur quantique sous la main, hein, donc on va utiliser le simulateur qui est fourni avec le pack de Microsoft. Hein. Simplement, Microsoft nous dit, si ça marche dans le simulateur, ça fonctionnera sur le vrai. Le simulateur va nous permettre de tester que l'algorithme est correct et il va nous donner des estimations sur le temps d'exécution réel. Hein, pas le temps d'exécution, mais sur le coût en ressources. C'est-à-dire combien il faudra sur un ordinateur quantique pour fonctionner. Hein. Et évidemment, si on fait des calculs trop compliqués et qu'on essaye de les faire, ça ne marchera pas. Le simulateur, il va mourir. Hein. Donc, par contre, je vous ai dit, il y a des problèmes de décohérence quantique et de la probabilité. Donc, on va devoir exécuter plein de fois la simulation et se baser sur les probabilités pour savoir quels sont les résultats. Eh oui, je vous en avais pas encore parlé de ça, mais c'est comme ça. On va faire des statistiques pour justement pallier ces problèmes de non-stabilité, hein, de décohérence. 1000 fois, ça peut paraître beaucoup, oui, mais je vous rappelle que le principe, normalement, c'est qu'on a la réponse quasi instantanément. Donc, un algorithme qui va lancer 1000 fois une opération extrêmement rapide, bah, elle ne sera pas très longue. Hein. Donc, on a beau avoir un algorithme complexe, on n'est pas en train de multiplier la complexité par rapport à un algorithme classique, qui lui, effectivement, plus il est complexe, plus il va être long à s'exécuter. Là, non. Donc, on peut se permettre ça. Ensuite, ce code va rester. Pardon, ce code va rester. Là, je vous ai un exemple de code, hein, et ce code-là, il va rester identique pour les prochains exemples au nom de l'opération près, parce qu'il y a une opération dedans. Donc, on va voir ce code. Hein. Donc, j'ai une static void main. Oui, c'est pas du C# 9. En C# 9, on aurait pu se passer de ça, mais à l'époque, c'était pas sorti. Hein, c'était en preview. D'ailleurs, au passage, si vous êtes intéressé, j'ai également fait une vidéo qui présente les previews du C# 9, qui n'était pas sorti à l'époque. Il est sorti maintenant. La preview est relativement conforme à ce qui est sorti finalement, donc vous pouvez la regarder. Hein. Donc, on fait un using d'un quantum simulator. On crée une variable, un objet quantum simulator. Et il va être valable pendant le scope du using. On prend des valeurs initiales. Parce qu'on va faire un test pour, ça va être l'entrée de notre algorithme. On va demander notre algorithme qu'est-ce qu'il donne. C'est un compteur. Hein. Je n'ai pas mis le titre, mais vous le voyez, il est écrit. On va faire un compteur. Hein. Donc on va le compter. On va compter des 0 et on va compter des 1. Hein, par tout simplement une pose de Andamar. Hein. Au début, on va faire des opérations. Au début, on va mettre du hasard, puis on va faire quelques éléments, et on va compter les 0 et les 1. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand au début on fournit un 0 et quand au début on fournit un 1. Donc là, ils ont fait un tableau avec les valeurs de début. On aurait pu aussi faire une fonction et appeler une fois avec le 0, une fois avec le 1. C'est pas moi qui ai écrit le code. Ils ont fait comme ça. Donc on fait une boucle dedans, mais grosso modo, ça consiste à prendre une fois 0 et une fois 1. Une fois 0, une fois 1, d'ailleurs, remarquez que ce n'est pas un 0 et un 1, c'est un result.0 et un result.1. Pas tout à fait la même chose. Mais ça revient à la même chose. Donc, ensuite, on va utiliser testCounter, c'est la fonction quantique, c'est celle-là. Hein, c'est celle qu'on va écrire après. Sur lequel on va faire un run dessus. On va lui passer le simulateur, donc la machine dans laquelle on va l'exécuter, le nombre de fois qu'on va l'exécuter, la valeur initiale, et on prend son résultat qu'on met dans res.
Ensuite, le res, c'est un... Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît ça, mais c'est un objet que je vais pouvoir déconstruire. Donc, il a deux valeurs. Il a une valeur entière pour le nombre de 0, une valeur entière pour le nombre de 1. Donc, je le déconstruis ici dans deux variables, num0 et num1. Et j'affiche à l'écran, sur la console, le nombre de la valeur initiale qu'on a exécutée cette fois-ci, donc 0 ou 1, et le nombre de 0 qu'on a obtenu, ainsi que le nombre de 1 qu'on a obtenu. Le moins 4 ici, c'est juste parce que je veux 4 chiffres, hein. C'est du formatage. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, encore une fois, hein. Et à la fin, on a juste un prix CNK, tout continue, et un consolarity pour bloquer l'affichage. Alors maintenant, on va regarder à l'intérieur, le test counter run, je pense, hein, ah non, il y a quelque chose à voir avant, mais on va déjà passer dans la partie quantique. On fait du Q# cette fois-ci. On va faire quelque chose qui va nous permettre d'initialiser un qubit. Je veux le mettre à 0 ou je veux le mettre à 1. Bah oui, c'est pas égal, c'est plus compliqué que ça. Donc c'est une opération, parce que ce n'est pas des fonctions, ce sont des opérations, hein, l'équivalent de nos portes logiques, hein, c'est des opérations. 7 avec un résulte, c'est le type de la variable, qui va s'appeler desired, et un qubit qui s'appellera Q1. Donc grosso modo, on veut mettre Q1 à l'état désiré. Et le résultat, c'est une unit. C'est unit, ça veut dire void. Hein, c'est l'équivalent de dire il n'y a pas de résultat. Hein. Donc comment ça marche? On va faire un let, oui, comme dans le vieux basique, sur current, qui est une variable qui, comme vous voyez, n'a pas été déclarée. Le let sert de déclaration. De m de Q1. Alors, m de Q1, c'est la mesure. On va mesurer Q1 et on va mettre le résultat dans current. Si le désiré, il est égal au courant, il ne faut pas le changer. Donc on n'y touche pas. Si par contre il est différent, on l'inverse avec une rotation de poly selon l'axe x, hein, donc un demi-tour selon l'axe x, hein, de pi, sur Q1, sur le qubit. Voilà. Alors vous allez me dire, j'ai fait une mesure. Donc dans le cas où il était déjà à la valeur, j'ai fait une réduction. Donc pourquoi je considère que mon état, que ma superposition, que mon bit, il est encore valable? Je ne sais pas. Désolé. Ça, j'ai pas encore réussi à comprendre cette information-là. Peut-être que si quelqu'un regarde cette vidéo et qui connaît le Q# pourra le mettre en commentaire. Ce serait bien, ça me ferait progresser moi aussi. Et maintenant, voici la fameuse méthode test counter. Hein, donc, c'est pas une méthode, c'est une opération, encore une fois. Elle renvoie également. Alors, je suis désolé, j'ai un problème, c'est que j'ai le compteur de ce qui enregistre la vidéo juste au-dessus. J'ai un peu de mal à voir ce qu'il y a. Alors, on prend en paramètre un entier qui s'appelle count. C'est le nombre de fois qu'on va réaliser la simulation. On a un résultat qui est la valeur initiale. Hein, je vous avais dit, on va essayer une fois avec 0, une fois avec 1. Et en sortie, j'ai un couple d'entiers. C'est effectivement le nombre de 0 et le nombre de 1 que j'ai récupéré. Un tuple. Ah, donc ce n'est pas de la déconstruction, c'est directement un tuple. Alors première chose, je vais créer une variable mutable. Le type n'est pas défini. Mutable, c'est pas le type. C'est simplement que par défaut, en informatique quantique, en tout cas chez Microsoft, là, les variables sont pas variables. C'est des constantes. C'est pas des variables. Donc pour déclarer une vraie variable, parce que je vais en avoir besoin d'une, on va la déclarer en mutable. J'affecte 0 dedans, donc bon il va prendre un entier, donc il va créer une variable de type entière qui s'appelle num1. Elle va nous servir à compter à chaque fois qu'on rencontre un 1, on va l'incrémenter. Le nombre de 0, ce sera le count moins num1 et on aura le nombre de 0, bien sûr. Ensuite, on va faire un using pour réserver un qubit. Le qubit égale qubit parenthèse parenthèse, c'est comme s'il y avait un new en quelque sorte entre deux, c'est je crée un qubit, et c'est une ressource critique. Il faut la libérer à la fin, il faut faire l'équivalent d'un dispose, c'est pour ça que c'est dans un using. Hein. Dans un ordinateur, les qubits étant limités, on va les réserver. Je vous rappelle que c'est comme si on était en train de construire un circuit électronique, un circuit logique. Hein. Donc effectivement, on va disposer de certains éléments, et une fois qu'on a fini, il va falloir les rendre, pour pouvoir faire d'autres circuits. Donc à l'intérieur de ce using, on fait une boucle qui va aller de 1 à count. Donc vous voyez au passage le syntaxe qu'on utilise pour les vecteurs, les ranges,
Voilà, à l'époque c'était que en Q Sharp, maintenant vous l'avez en C Sharp dans le 9, hein, c'est une des nouveautés du 9, hein, vous pourrez aller vérifier, hein, même si ça ne s'exprime pas exactement de la même façon. Donc là de 1 à count, la valeur test elle va prendre cette valeur-là. Elle ne nous sert à rien, hein, ça aurait pu être i, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis i d'ailleurs, ça aurait été plus habituel. Première chose qu'on fait, et ben, pour chaque simulation, on va mettre notre qubit à la valeur initiale. Donc au début ce sera 0 pour les 1000 premiers, puis quand ça va être relancé pour les 1000 suivants, ce sera 1. Donc on utilise 7. 7, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a écrit juste avant. Alors si j'arrive à revenir, le voilà, c'est le 7. C'est celui qu'on a écrit juste avant qui permet de mettre la valeur. Donc on fait un 7, on initialise notre qubit à la valeur initiale. On fait une mesure de la valeur, hein, donc on l'ajuste 7 et on la mesure. On vérifie, hein. Vous allez me dire, on n'a rien fait comme code. Non, non, on va juste vérifier que le 7 a fonctionné. Hein. Donc logiquement, la ressource, elle devrait être égale à initiale à chaque fois. Hein. Donc, dans le premier cas où ça vaut 0, res sera jamais égal à 1, donc ça ne sera jamais exécuté, le code qui est en dessous. Et dans le cas où on passe 1, ce sera toujours égal à 1, donc on aura toujours le code en dessous exécuté. Le code en dessous fait 7 num1 égale num1 plus 1, donc on incrémente num1. Donc dans le cas des 0, num1 vaudra 0, et dans le cas où on l'appelle avec 1, num1 vaudra 1000, puisqu'on l'appelle avec 1000. Hein. Et à la fin, avant de libérer le qubit, on le remet à 0. C'est par convention, on le remet à 0. Et donc à la fin, on return le nombre de 1 et le nombre de 0. Le nombre de 0 étant count moins num1. Voici ce que ça donne. Alors, avec un init à 0, on a bien 1000, 0. Et on a bien 0, 1. Avec un init à 1, on a bien 0, 0 et 1000, 1. Ça correspond à ce qu'on voulait. Maintenant, on reprend exactement le même code, on change le nom, il s'appelle test switch, donc on change notre C# pour dire qu'on appelle test switch le test count. Hein. Et donc quand je dis on change, en réalité on a copié le test switch hein, pour garder la fonction. Et ce qu'on ajoute, c'est simplement ici une rotation selon l'axe x de pi, donc d'un demi-tour, sur le qubit. Donc on va inverser la valeur. Hein. Vous vous rappelez, ça correspond à faire un note. Hein. On va inverser la valeur. Et tout le reste est pareil. Donc logiquement, on devrait avoir pour 0, ben, aucun 0 et 1001, et inversement. On regarde. Effectivement, quand j'ai une unité à 0, j'ai aucun 0 et j'ai 1001. Et pour une initiation à 1, j'ai 1000 0 et aucun 1. Ça correspond bien. Pardon, hop. Hop, voilà. Maintenant, on va remplacer le x par une Andamar, hein, une porte d'Andamar. C'est-à-dire qu'on va demander une superposition du qubit. Je vous rappelle, à 50% pour du 1 à la mesure et 50% pour du 0 à la mesure. Donc, je viens de vous dire ce qu'on est censé avoir. On est censé avoir 50%, donc 500 dans l'un et 500 dans l'autre. Question, est-ce que ça va marcher? Donc, excusez-moi, j'étais je me suis trompé de touche. Donc, et ben voilà, c'est ce qu'on a. Alors, vous voyez, on n'a pas 500, 500. Et c'est pour ça qu'on fait des statistiques. J'ai 484, 0 pour la valeur initiale 0, et 516, ça forcément, on a fait un moins, donc j'ai forcément l'équivalent pour des 1. Et dans l'autre cas, dans les 1, j'ai un 522, 478. On n'obtient pas les mêmes chiffres. Hein. Même le simulateur de Microsoft, qui pourtant n'est pas quantique, il va quand même me donner des valeurs comme ça. Alors je ne sais pas comment ils font ça, hein. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour réaliser ça. Je sais que c'est lourd et que c'est assez lent à exécuter, donc ça doit être une simulation plutôt intéressante. J'aimerais bien d'ailleurs savoir ce qui se passe dedans, mais je ne le sais pas. Voilà, donc effectivement, vous avez l'exemple de pourquoi on va réaliser de la statistique. Puisqu'on ne respecte pas le Andamar, hein, ah tiens, vous avez mis l'explication sur le côté, hein, tension de folie quantique, rotation sur l'axe, blablabla. Hein. C'est une équipe probabilité de mesure à 0 ou 1, mais j'ai pas 0 ou 1, j'ai plus ou moins 0 ou 1, plus ou moins 50%. Maintenant, on va faire de l'intrication quantique. Donc on reprend le C# là, et on va changer ici, on va en fait, donc là on va appeler une méthode qui s'appelle test entanglement. On passe les mêmes valeurs, hein, c'est 0 et 1, on exécute 1000 fois. Simplement dans les résultats, au lieu d'avoir num0, num1, on va passer agree. C'est un autre nombre qui va dire est-ce qu'on est d'accord avec ça. Alors évidemment sans l'algorithme on ne peut pas savoir ce que c'est, donc on va passer à l'algorithme, et on va l'afficher hein, à la fin.
Donc, le test d'Englement, c'est belle, il me semble. On va utiliser 2 qubits. Forcément, on va faire une intrication, donc il en faut plus qu'un. Donc vous voyez, la syntaxe a changé, c'est plus qubit parenthèse parenthèse, mais c'est qubit 2 entre crochets, c'est un tableau. Hein. Donc on a créé un tableau de qubits de 2. Et on a également ajouté une variable notable agree, parce qu'on va compter les agree. On a notre boucle, c'est la même, on a le set initial comme avant, du qubit 0, avant on faisait qubit, là il faut bien voir quel c'est le 0, et on vient faire on vient initialiser également le deuxième qubit, mais on le met toujours à 0 lui. Le deuxième qubit, il est toujours placé à 0. On va l'intriquer, donc ce qu'on veut voir, c'est le résultat. Hein. Donc ensuite, on fait la porte de Hadamard sur le qubit 0, hein, qui a la valeur initiale, donc on le superpose. Hein, quel que soit qu'il vaille 0 ou 1 au début, bah, t'en fiches, on le superpose. Donc en fait, on s'en fiche de la valeur initiale. Ensuite, on va faire un C-note de qubit 0 avec qubit 1, c'est-à-dire qu'on va faire une intrication entre les deux. C'est qubit 1 qui va piloter qubit 0. Il faut le dire dans l'autre sens. Hein. Faut le dire dans l'autre sens. Et on va ensuite mesurer qubit 0. Vous allez dire, pourquoi mesurer ensuite? Je vous rappelle, il n'y a pas de temporalité. En réalité, on construit un circuit électronique et ensuite on regarde ce qu'il y a dedans. Donc là, tout simplement, on regarde le qubit 1. Est-ce qu'il vaut raise? Dans ce cas-là, on ajoute dans Ah tiens, je me suis trompé, c'est le qubit 1 qui est intriqué par rapport au qubit 0. Oui, le pilote, c'est le qubit 0. Hein. Donc on incrémente le agree. Et donc on va regarder si on a encore le reste du one qui continue à fonctionner comme avant. Et à la fin, simplement, dans la désinitialisation, on met à 0 les 2 qubits. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Hein. Ah, je me trompe de bouton. Hop. Ça nous donne la chose suivante. On a toujours la répartition à 50%, mais on est d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont été intriqués. C'est-à-dire sans modifier, on a modifié qu'un. Il y en a un qu'on a mis en Damar, l'autre on l'a pas, on l'a mis à 0. Et on les a intriqués. Et bien pourtant, ils sont celui qu'on a passé à 0 au début, le qubit 1, par moment il vaut 0, par moment il vaut 1. Parce qu'il est intriqué avec le qubit 0 qu'on modifie. Et on est d'accord avec la prédiction. C'est-à-dire que le qubit 1, il est bien égal à ce qu'il y a dans l'autre qubit. Ils sont égaux tout le temps. Qui sont égaux? Non, ils sont contraires. Ils sont contraires ou ils sont égaux? Ils devraient être contraires puisque c'est un C-note. Je ne sais plus. Bref, vous avez compris le principe. Je voudrais rajouter la chose suivante. Ici, c'est le mesure de la complexité C#. Pardon, c'est la mesure de la complexité. Ça commence à faire longtemps que j'enregistre. Hein, vous voyez peut-être ça en plusieurs vidéos, je ne sais pas trop, mais moi là j'enregistre tout d'affilée. Hein. Donc la mesure de la complexité. Parce que, comme je vous ai expliqué au début, on va faire tourner ça sur un simulateur, mais pas entièrement. Parce qu'on va avoir des algorithmes trop lourds au bout d'un moment, et on va dépasser la possibilité des ordinateurs classiques. C'est le but du quantique quand même. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir évaluer ce que ça va nous coûter sur un vrai ordinateur. Et voilà, ici, au lieu de créer un simulator, je crée un ressource estimator, et c'est lui que je passe à la méthode au lieu de passer le simulateur. Et à la fin, le estimateur, je peux faire un point tout TSV, c'est l'équivalent de CSV. Hein. Grosso modo, ça va nous donner toutes les valeurs d'estimation. Alors voilà, maintenant j'ai un autre exemple de code qu'on ne va pas détailler, mais c'est l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure de téléportation, hein, c'est-à-dire qu'il consiste à copier une valeur. Je vous ai dit, j'avais fait la démonstration qu'elle prenait plusieurs pages, donc c'est pour ça que je ne vais pas le décrire maintenant. On va juste regarder la conversion en programme. Donc l'opération s'appelle téléporte. Elle prend un message et un zer, donc ce sont 2 qubits. C'est-à-dire que j'ai des qubits en entrée cette fois. Hein. Elle renvoie rien, c'est un void, hein, puisqu'on va copier le message MSG sur zer. Donc on fait un using du message here. C'est celui du début, c'est-à-dire qu'on va copier le truc sur here. On commence par mettre here à l'état indéterminé en Damar, on le superpose. Ensuite, on va intriquer zer et here. Vous voyez, hein, c'est ce qu'il y a. Alors, ma souris, ouais, voilà, c'est ça. Le here, le lambda de here ici, c'est bien celui-là. Ensuite, on a bien un C-note entre ces deux-là, entre le zer et le here. Ensuite, on envoie le message, c'est-à-dire qu'on a un note entre le message et le here. Alors, j'aime pas trop le terme, hein, parce qu'on ne l'envoie pas, c'est pas du temps. On a l'impression qu'on l'envoie à ce moment-là. Hein. Et ensuite, on a de nouveau une porte en Damar sur le message, hein, qui peut être l'un ou l'autre, c'est-à-dire que peu importe.
Et je vous avais dit qu'on devait analyser, mesurer et analyser X et Y. Donc ici, on a la mesure de MSG et la mesure de IR, les deux mesures de chacun, et on regarde leurs valeurs. Si elles sont 1, on va faire... Alors, oui, parce que je n'ai pas expliqué, mais c'était contrôle. Ça aussi, c'est les X ici. C'est pas qu'ils sont contrôlés, c'est pas des CX ou ça. C'est nous qui allons les exécuter en fonction d'une valeur. Hein. Si ça vaut telle valeur, alors on applique le Z, et si ça vaut telle valeur, alors on applique le X. Hein, on fait les transformations. Voilà. Et il n'y a pas de résultat. Hein. Le résultat, c'est ce qu'il y a dans Z. Et il faut effectivement, c'est pour ça qu'on va modifier ici Z pour avoir la bonne valeur à l'intérieur. L'addition. L'addition, ça va être un véritable exemple. Alors on va regarder l'implémentation de l'algorithme de recherche de Groover, que je vous ai expliqué tout à l'heure, que c'est assez compliqué avec un oracle. Cet algorithme est démontré plus rapide en quantique, car le temps maximal de la recherche parmi n éléments sera de l'ordre de racine de n, au lieu de n avec un ordinateur classique. Je vous ai dit que la suprématie quantique n'était pas démontrée. Oui, c'est les ordinateurs quantiques qui n'existent pas. Les algorithmes quantiques, certains, dont celui-là, sont démontrés comme étant plus efficaces. Hein. Donc le temps maximum de la recherche sera de l'ordre de racine de n au lieu de n avec un algorithme classique. Hein. C'est ce que je vous expliquais avec l'annuaire téléphonique hein, comme exemple. Donc racine de n, bah, c'est mieux que n tout simplement. Alors en réalité, optimalement, c'est pi sur 4 racine de 2 puissance n, avec n étant le nombre de qubits. Je vous renverrai sur Wikipédia pour voir à quoi ça correspond exactement. Hein. L'algorithme de Groover, il possède une partie quantique qui est générique, c'est-à-dire la partie qui va faire l'itération, qui va extraire le résultat, bref, toute la tuyauterie qui permet à l'algorithme de fonctionner. Et il y a une partie qui est spécifique à la recherche, ça dépend de ce qu'on est en train de rechercher, quel est le critère de recherche, et ça, c'est la boîte noire, c'est l'oracle. L'algorithme il permet de superposer les n éléments. Donc ici, j'ai n entrées dans mon répertoire téléphonique, je vais superposer les numéros de téléphone, je vais superposer les n numéros de téléphone via une intrication quantique et d'appliquer dessus un critère de recherche sur tous les éléments en même temps grâce à cette superposition. Hein. Si j'applique quelque chose dessus, comme ils sont tous intriqués, hein, je verrai le truc. Vous voyez qu'on a besoin de beaucoup de qubits. Hein. Et là, je parle de numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, c'est pas un qubit, hein, c'est pas une valeur 0 ou 1. Hein. Mais c'est le principe. Hein. Attention, la superposition n'existe que dans l'algorithme quantique, pas en entrée et pas en sortie. Ça veut dire que, grosso modo, je ne suis pas capable de dire je calcule tout et j'ai tous les résultats en même temps. J'ai pas tout d'un seul coup. Il va falloir utiliser une autre astuce qui va augmenter au fur et à mesure du résultat la probabilité d'avoir le bon résultat. Et donc au final, on aura un seul résultat et il faut qu'on s'approche du 100% que ce soit le bon résultat. C'est à ça que servent les itérations. Donc on va faire des itérations à chaque tour. On va appliquer l'algorithme de recherche et on va marquer un état possible du registre. Par exemple en changeant sa phase ou dans la sphère de Bosch hein, ou autre, c'est-à-dire que l'algorithme de recherche il va produire une différence au fur et à mesure et elle va être amplifiée de façon à ce qu'on sorte au final avec une probabilité de 100%. C'est cette amplification. Hein. C'est quand l'amplification, elle correspond au pourcentage. Quand elle est maximale, on est à 100%. Voilà. Alors ici, on a des exemples. Donc ici, on a l'état initial. On a l'application de l'oracle qui va venir nous mettre effectivement une valeur qui s'est démarquée. Elle s'est démarquée. On va utiliser un applicateur miroir autour d'une moyenne. Ça va permettre, donc c'est l'astuce qui permet d'amplifier, et effectivement en 3 on a un état amplifié, et qui a été remis dans le bon sens au passage. Hein. Mais on n'est pas encore à 100%, on n'est pas encore à 1. Et on va faire une itération supplémentaire, et vous voyez maintenant que mes états de 1 à 8, ils sont en dessous de 0, et par contre l'état 6, qui est le bon dans mon exemple, il est quasiment au 100%. Hein. Voici comment ça se dessine. On a l'entrée 0 et l'entrée 1. On a plein de box qu'on n'a pas encore vues. Ce qui m'intéresse, c'est le Groover Diffusion Operator, qui est constitué de 3 parties. La partie centrale, c'est l'algorithme c'est l'oracle, hein, qui va
qui va faire la différence. Et autour, c'est ce qui sert d'amplification. Hein. Et ensuite, on a le repeat, le U oméga là, qui permet de faire la répétition autant de fois qu'on en a besoin. Je vous l'explique pas, hein. Je suis absolument incapable de comprendre comment cette notation, ce qu'elle signifie. Hein. Vous remarquez par contre que on a des H, et ces H, ils sont avec une croix et un N. C'est des portes en Landamar. Hein. Elles sont un peu particulières, mais c'est quand même de Landamar. Hein. C'est un produit vectoriel, je crois, ou un produit scalaire, je sais plus. Peu importe. Alors, Groover, notre exemple. Il y a une doc, je vous ai mis un lien sur un endroit où je mettrai dans les descriptions de la vidéo. Hein. C'est un endroit où on va retrouver l'explication de ça. Hein. C'est un Kickstarter, hein, ça fait partie de la documentation du Quantum. Hein. Dans notre exemple, les données sont tous des nombres sur n bits, n étant un paramètre. On aura donc un registre de n qubits. L'oracle de cet exemple consiste à trouver une chaîne de 0 et de 1 alternés, par exemple 0, 1, 0, 1, 0, pour n égale 5, et donc parmi 2 puissance 5 égale 32 possibilités. Donc vous voyez, on est sur du binaire. Pour pouvoir faire nos numéros de téléphone sur 10 chiffres, il faut mettre 10 chiffres en binaire, ça prend un certain nombre d'octets, et puis il faut augmenter autant de qubits. Et donc forcément, vous comprenez que plus le nombre de qubits va augmenter, le nombre de bits même d'origine va augmenter, c'est-à-dire n, et le 2 puissance n, il va devenir très très vite énorme. Et donc on complexifie énormément l'algorithme, puisqu'il faudra n qubits. Voilà. L'oracle. Ah je vous ai mis le code de l'oracle. Hein, voilà. Ça correspond grosso modo à ce qu'on avait sur l'élément graphique. Hein. Donc on a quoi? On a un input qubit qui est un tableau de qubits. Donc c'est les 0 1, hein, le message d'origine. On renvoie rien, c'est du void. On va utiliser un tableau de sortie qui est temporaire. Hein. Et on va. Alors le within, within est contrôlé, je vous ai pas expliqué ça, ça dépasse le cadre de la présentation. Comment dirais-je, vous avez vu, alors je reviens en arrière. Hop, là vous voyez le hash qu'on a avant l'oracle. Hein, on a un Randamar avant et après. C'est pour indiquer qu'en fait c'est réversible. Et là, en fait, le within, ça va permettre de faire appliquer la partie contrôlée de X, et ensuite réexécuter ce qu'il y a dans le within. Ça va faire l'opération, puis ce qu'on veut réellement, puis refaire l'opération pour inverser le travail. C'est comme ça que ça marche. Je ne vais pas vous donner plus de détails à l'intérieur. Ça va trop loin. On ne peut pas faire ça dans ce cours-ci. J'avais mis aussi sur ce côté, j'avais expliqué un peu. Le within, on crée un qubit de contrôle, on inverse sa valeur, on le met dans un état de superposition, et on inverse la phase d'un qubit sur deux dans le registre d'entrée. Hein, je n'ai pas détaillé l'algorithme, je n'ai pas été regarder à quoi ça correspondait. Hein. Le apply, il change chaque qubit du registre d'entrée en fonction du qubit de contrôle. Et on refait l'inverse du within grâce à l'adjoint du within, c'est le contraire. Je ne peux pas rentrer dans ces explications-là, ça dépasse vraiment de trop loin le cadre de la présentation. Et concrètement, ça fait quoi? C'est une bonne question. Alors, on part d'un registre que l'on met dans un état de superposition, on fait des itérations, nombre optimal calculé, on exécute l'oracle, on fait sortir des évidences, je ne vois pas comment, et on retourne la mesure de chaque qubit. C'est-à-dire le graphique que j'avais expliqué avant. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'appel. Bon, l'appel, il n'y a pas grand-chose. Hein. On a le Quantum Simulator. On a la méthode qui s'appelle Search for Marked Input, où on passe la valeur de ce qu'on veut mesurer, et on affiche les résultats. Hein, ça, c'est juste pour être complet que je vous ai mis ça. Le résultat. Eh bien, regardez. Donc effectivement, là, je l'ai lancé en .NET Run. Donc, on voit que c'est un passage que c'est effectivement, j'avais utilisé du VS Code, hein, puisque je le lance à la main. Et il y a 4 phases qui sont passées. Reflected About Market State, on le voit 4 fois. Et on a le résultat 0, 1, 0, 1, 0. Hein, il a trouvé la chaîne qui correspondait. En fait, je suppose qu'il est parti de 0, 0 et il est cherché. Ah oui, voilà. On passe pas de chaîne à rechercher parce qu'elle est en dur à l'intérieur. On cherche 0, 1, 0, 1, 0. C'est ce qui était dans l'énoncé. Hein. C'est un algorithme qui est fait c'est pas une variable, on est fait pour chercher cette valeur-là. Et pour la chercher, logiquement, dans un algorithme classique,
On peut le faire dans l'ordre, en comptant 1, 0, 0, mais ça c'est parce qu'on le sait à l'avance. Hein. En réalité, il faudrait regarder toutes les valeurs que peut prendre chacun des bits. Donc on devrait faire 2 puissance 5 égale 32, ce qu'on a vu la dernière fois. Mais là, on n'en a eu que 1, 2, 3, 4 qui sont exécutés. Et si on regarde la formule qu'avait donnée Wikipédia, pi sur 4 racine carrée de 2 puissance 5, ça donne 4,44. Effectivement, ça veut dire que grosso modo, ça répond à 4 ou 5 itérations, ce qui est bien moins que l'étude des 32 cas possibles. En fait, ils n'ont pas passé le 0 ou 1-0 en paramètres, mais ils auraient pu, et l'algorithme aurait pu fonctionner. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas passé dedans. Ça aurait été plus pertinent pour pour savoir que ça donne toujours cette valeur-là. Le burger de la mort. Le burger de la mort. On met pas la musique qui fait peur, il n'y a pas besoin. Hein. La photosynthèse. Mais oui, je vous avais expliqué qu'il y avait des phénomènes quantiques qu'on trouvait dans le monde naturel. Et ben là, on suppose, on n'en est pas sûr à 100%, mais c'est quand même très probable que la photosynthèse exploite des propriétés quantiques. Quand un photon frappe une cellule sur la plante, il y a un électron qui est excité et qui doit être acheminé vers l'usine entre guillemets de traitement, et ça se fait par des différences de niveau dans les cellules voisines. Mais par quel chemin? Par un chemin au hasard? Eh bien si c'est au hasard, c'est bizarre parce qu'on a un rendement de 95%. Dans 95% des cas, il choisit le chemin le plus court. Le chemin le plus court, ça vous rappelle rien? Et ben c'est le voyageur de commerce. C'est-à-dire que la photosynthèse, ça semble être une application quantique du voyageur de commerce. Ça va optimiser de lui-même les chemins. Et comment il peut faire ça? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de réflexion et tout. Et bien en quantique, on fait de la superposition, donc on connaît tous les chemins en même temps, notamment quel est le chemin le plus optimal. Et voilà. Donc c'est l'algorithme de Groover, en fait, hein, tout simplement, qui semble appliqué. L'algorithme qu'on a vu au passage, donc c'est très intéressant. Alors le CAS, le QAAS, Quantic as a Service, eh ben oui, si c'est pour un calcul spécifique et non pas les calculs courants de l'ordinateur, pourquoi avoir un coûteux, et bien sûr encore inaccessible maintenant, ordinateur quantique, hein, ou processeur quantique, coprocesseur quantique. L'utilisation du cloud, ça semble être un bon compromis, un choix intéressant. Donc est-ce que c'est le CAS? Oui, avec une super blague. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Deux formes de QASS. Des vrais ordinateurs quantiques qui sont en ligne. Bah, aujourd'hui, ils sont en alpha, c'est un peu compliqué. Hein. Ou des supercalculateurs qui utilisent leur puissance pour simuler de petits ordinateurs quantiques. Donc les deux existent. Voilà. Alors, et si l'IA était la killer app? Ah, effectivement, en informatique, généralement, pour qu'un domaine décolle, il faut que ça apporte quelque chose de très tranché par rapport à l'existant. IBM est parvenu à faire de la reconnaissance de forme très simple par un algorithme quantique d'apprentissage. Donc évidemment, l'algorithme mis en œuvre est plus intéressant qu'un algorithme classique, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. D'où l'idée que les calculs complexes de l'intelligence artificielle pourraient tirer un grand profit de l'informatique quantique. Hein. Après tout, je vous ai parlé de la photosynthèse, mais on soupçonne aussi le cerveau d'avoir un fonctionnement quantique. Exemple bête, une décision. Est-ce que j'achète cet éclair au chocolat ou pas? Quand est-ce que la décision est prise? Avant qu'elle est prise, on a une superposition d'états. Oui, non, je l'achète pas. Et on soupçonne le cerveau de faire, d'étudier en fait en même temps les différentes possibilités et de trancher à un moment donné. D'ailleurs, au passage, on pense qu'il tranche avant même qu'on s'en rende compte. Hein. Mais c'est un autre sujet. Et je vous ai mis enfin quelques références. Je ne sais pas si je recopierai tout ça dans la description, enfin si, je pense. Donc le Microsoft Quantum SDK, le QAS d'IBM, la programmation d'ordinateurs quantiques expliquée avec les mains, c'est pas mal. Comprendre l'informatique quantique, les qubits, donc sur Wikipédia, la sphère de Bloch sur Wikipédia, les portes quantiques sur Wikipédia, la simulation de circuits en JavaScript, il y a un outil qui permet de faire ça. La téléportation quantique, hein, j'en ai parlé à plusieurs moments, voilà. Et puis, le Science et Vie, alors c'est lequel celui-là? Search text égal. Ah, c'est une recherche chez eux, des textes sur le quantique. Voilà, je crois qu'il n'y a rien après. Ouais, il n'y a rien.
Donc, ben voilà, je vais vous laisser là-dessus. Bien sûr, je vais vous rappeler comme d'habitude de mettre les pouces bleus, les abonnements, la cloche, ces trucs-là. Alors, on m'a reproché de l'avoir dit dans la dernière vidéo. Oui, je sais, et tous les youtubeurs le font, malgré qu'on leur dise de ne pas le faire. Tout simplement parce que la différence, elle est réelle. Il y a une grosse différence qu'on le dise ou qu'on le dit pas. Et pour les algorithmes de YouTube, de Google, et ben c'est ça qui compte. Donc on est bien obligé de le répéter systématiquement. Donc voilà, je vous répète encore une fois, abonnez-vous, la petite cloche et le pouce bleu. Voilà, et bien sur ce je vais vous laisser, je vais aller manger, pour moi c'est le soir. Donc bonne soirée et à la prochaine.